En habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Bonjour, En habit vert s'intéresse au parcours d'un académicien des sciences immortel, le navigateur explorateur Jean-Baptiste Charcot, fils du grand neurologue Jean-Martin Charcot, également immortel de l'Académie des sciences. Jean-Baptiste fut médecin de formation, comme le souhaitait son père, mais il sera marin de vocation. Jean-Baptiste Charcot découvrira de nouvelles terres, plus de 60 ans après Dumont d'Urville, découvreur de la Terre Adélie. Pendant plus de 30 ans de navigation dans les mers polaires, il sera le premier à considérer ces régions comme un terrain de travail et non comme un champ de course. Pour parler en détail de sa vie, nous accueillons à Canal Académie Serge Kahn, auteur de Charcot, explorateur des mers, navigateur des pôles, paru en 2006 aux éditions Glénat. Serge Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Je précise pour nos auteurs que vous êtes donc président des Amis du commandant Charcot et du Pourquoi pas. Vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots à la fin de cette émission. Vous vous êtes donc intéressé à la vie de Charcot, mais j'ai même envie de dire que vous vivez pour la mémoire de Jean-Baptiste Charcot. Oui, tout à fait. À travers donc cette association, principalement, on essaye donc de faire revivre la mémoire des grands explorateurs polaires et principalement donc de Jean-Baptiste Charcot, pour qui, c'est vrai, j'ai un petit faible, car il a, dans l'histoire polaire française, une place, on dirait aujourd'hui incontournable, et il a animé cette présence française, vous l'avez brièvement rappelé dans votre introduction, pendant plus de 3 décennies. Il a fait un petit peu le lien entre Dumont d'Urville, donc 1840. La France a été absente pendant plus de 60 ans, vous venez de le rappeler, et au début du XXe siècle, Charcot a été présent pendant donc plus de 30 ans, et on en parlera tout à l'heure, il a passé le témoin, le relais aux expéditions polaires françaises et à Paul-Émile Victor. Donc, à travers ces 2 noms, brièvement, on a un peu toute l'histoire polaire française résumée. Alors, nous allons bien sûr parcourir votre ouvrage, un bel ouvrage de photos, bien sûr, les éditions Glénat, dans lequel on y voit beaucoup de contributions, beaucoup d'illustrations, des gravures, des photos qui proviennent des archives de la famille Charcot. Voilà, alors j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une contribution importante donc de la famille Charcot en la personne de la petite fille du commandant Charcot, Anne-Marie Valin Charcot, qui d'une part a fait la préface de mon ouvrage et a mis à ma disposition donc des archives photographiques, des documents reçus par son grand-père. Vous venez de voir là des menus de peintres qui étaient à bord du Pourquoi pas, qui illustraient donc ces menus en fonction des croisières, donc des documents très colorés. Donc tout ça fait que dans ce livre, il y a des documents qui, pour une bonne part, n'ont jamais été montrés au public. Alors nous allons embarquer ensemble, si vous le voulez bien pour partir sur le Pourquoi pas. Avant, nous allons démarrer par la jeunesse de Jean-Baptiste Charcot. Alors je précise pour nos auditeurs que vous avez construit votre ouvrage non pas de manière chronologique, comme là nous allons faire, dans cette émission nous allons aborder les choses de manière chronologique. Dans votre ouvrage, vous avez plutôt choisi d'aborder la vie de Charcot de manière thématique. Effectivement, j'ai commencé donc quand même par la jeunesse et par l'histoire familiale avec son père, Jean-Martin Charcot, le grand neurologue, qui est à l'origine d'ailleurs de la carrière médicale du fils. Si vous permettez, on peut quand même rappeler que très tôt, et dans le livre, on voit une photo du jeune Jean-Baptiste à 5 ans en costume de marin avec un petit bateau à la main. Tout à fait. Un bateau qui lui avait été donné par des amis anglais qu'il avait rencontrés, car il était allé pendant la guerre de 1870, il était allé avec sa maman donc en Angleterre. Et cette famille Casella lui avait donné donc ce petit bateau qui ne le quittera plus. Et très tôt, il y a d'autres anecdotes sur lesquelles on va peut-être revenir, mais il sent une espèce de vocation de marin en herbe. Et donc il dit très tôt qu'il veut être marin.
Et finalement, donc, il va faire ses études de médecine pour satisfaire à la volonté paternelle. Alors, comme vous le disiez effectivement à l'instant, son père, Jean-Martin Charcot, est le fondateur de l'école de la Salpêtrière, grand neurologue qui a travaillé sur l'hystérie. Et d'ailleurs, il y a ici, aux archives de l'Académie des sciences, des photos, puisque c'était un des premiers, en plus, neurologues à utiliser la photo, qui apparaissait à cette époque-ci, pour illustrer ses cours. Donc, Jean-Baptiste Charcot, son fils, naît en 1867 et il baigne dans cet esprit de médecine. Tout à fait. Alors cet esprit de médecine, je crois, lui est très très important parce que ça va très tôt lui donner une rigueur de la pensée, une rigueur scientifique. Et d'ailleurs, il dira, bon, il va faire ses études de médecine, il va être donc docteur en médecine. Mais très, très vite, et notamment après la mort de son père en 1893, il va, quand il jugera qu'il a satisfait donc à la volonté paternelle, il va vraiment s'orienter vers les océans, vers cette navigation qu'il a en lui, qui le tenaille. Mais il dira toujours, la médecine a été essentielle, et je crois que la médecine, là, il faut vraiment le dire, a été très importante pour sa rigueur scientifique. Et en même temps, c'est pas qu'anecdotique. Mais pendant ces expéditions, notamment ces 2 expéditions antarctiques, Jean-Baptiste Charcot sera le médecin, aura parmi ses charges, ses fonctions, celle d'être médecin. Et c'est ce qui d'ailleurs va lui permettre d'entrer dans la marine au début, le fait d'être médecin. Tout à fait. Il va entrer dans la marine comme ça. Il va faire également des études très approfondies sur le scorbut. Pendant sa 2e expédition antarctique, il y a beaucoup de membres à la fois de l'état-major et de l'équipage qui sont atteints par une forme de scorbut. Il va faire des analyses, enfin il va avancer dans son travail de recherche. Donc sa formation médicale est omniprésente, mais il ne va pas exercer la médecine, si ce n'est d'une manière un peu épisodique et plus pour rendre service. Il n'a jamais voulu, même au début de sa carrière, s'installer avec un cabinet. Et d'ailleurs, même il le dit, vous me voyez avec une carte et mon nom et mes titres, enfin. Et de toute façon, il a dit toujours qu'en médecine, il n'y avait qu'un Charcot. Le grand Charcot, c'était son père. Et que lui, Jean-Baptiste, ne pourrait pas, dans le domaine de la médecine, disons, faire briller le nom de Charcot. C'est vrai que son père, et il s'est souvenu que son père lui avait dit, mais dans la vie, mon petit, il faut exceller en quelque chose. Et très vite, donc, Jean-Baptiste s'est dit, moi, je vais pas exceller dans la médecine, parce que Charcot et la médecine, c'est papa, mais je vais exceller sur la mer, sur les mers du globe. Pour poursuivre justement sur cette idée de marine, mais restons encore un tout petit peu dans l'enfance. Donc Jean-Baptiste fait des dessins, comme il en va de soi pour les enfants de son âge, et il dessine des bateaux inlassablement, et il écrit sous ses dessins « pourquoi pas », comme si ces projets irréalisables pourraient, pourquoi pas, se réaliser. Tout à fait. Pourquoi pas, c'est une notion très importante qui résume bien son caractère. Et on connaît le pourquoi pas comme le nom de son bateau. Tout à fait. Bateau qu'on va évoquer tout à l'heure, avec lequel il a eu une longue vie, une longue carrière et à bord duquel il a sombré. Mais ce bateau le plus connu, le pourquoi pas, en fait, était le 4e du nom. Avant, il a eu 3 bateaux qu'il a appelés pourquoi pas. Et alors je vous disais que oui, pourquoi pas résume bien son caractère, parce que derrière pourquoi pas, si on décompose, il y a pourquoi, qui est le questionnement. Là, quand on pose une question, en même temps, c'est le doute. Donc, Charcot se posait constamment des questions. Il remettait en cause les choses. Donc, pourquoi ? Et quand on dit pourquoi pas, c'est qu'on va au-delà du questionnement, on va de l'avant. C'est une forme de détermination. Donc, c'est une manière synthétique de faire une réponse, ou éventuellement même on pourrait dire d'écarter les réponses pour montrer de l'énergie et aller droit au but. Donc pourquoi pas, c'est quelque chose qui a animé sa vie, ce doute et cette détermination, et en même temps, vous le rappeliez, il écrivait ça en dessous de ses dessins, de ses 3 mâts qui partaient d'une manière un peu irréalisable sur les mers. Alors il dessinait à la fois l'école alsacienne, il est rentré à 9 ans à l'école alsacienne, ensuite même à l'Institut Pasteur, où il a suivi quelques années des cours
après la salpêtrière également, et j'ai eu l'occasion de voir les archives de l'Institut Pasteur, où j'ai vu sur la page de garde de ses cahiers des superbes dessins colorés, avec en même temps le drapeau français, parce que aussi la notion de patriotisme, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, a été très importante chez lui. Donc très tôt, il a effectivement dessiné des bateaux et il mettait ce nom de pourquoi pas. Alors la légende raconte, enfin l'histoire raconte que quand il avait dit étant petit qu'il voulait être marin à son père lui avait dit mais pourquoi tu veux être marin? Parce qu'il n'y avait pas de tradition maritime dans la famille et le petit Jean-Baptiste aurait répondu pourquoi pas. Et effectivement, pourquoi pas, je viens de vous le dire, c'est une manière de mettre un terme à une question, de faire une réponse qui n'appelle pas d'autre explication. Du dessin, on est passé au bateau en lui-même. Son père, qui voulait que son fils soit médecin, est devenu médecin et il lui offre un voilier en 1892, un an avant son décès d'ailleurs, avant le décès du père. Voilà. Alors effectivement, quand Jean-Baptiste a eu son baccalauréat en 1885, il a dit papa, mais je vais être marin. Jean-Baptiste voulait déjà faire l'école navale. Enfin, il avait déjà des idées bien précises et son père a mis un veto absolu. Il a dit non, tu seras médecin. Donc ça a été une grande déception, une grande désillusion chez Jean-Baptiste, mais qui a été atténuée parce que Jean Martin a ajouté « mais je ne t'empêcherai jamais de naviguer ». Il a même dit « mais je t'achèterai, je t'offrirai ton premier bateau ». Et effectivement, vous venez de le dire, en 1892, Jean Martin, un an avant sa disparition, lui a offert son premier bateau qu'il a gardé une année, il l'a revendu, il a ensuite fait construire son premier bateau, qu'il a fait construire, qu'il a appelé d'ailleurs pourquoi pas numéro 1. Je viens de vous dire qu'il y en avait 4. Donc ça a été le début de sa carrière, de sa vie avec les bateaux. Alors entamons tout de suite la carrière de Jean-Baptiste Charcot, navigateur et non plus médecin. En 1903, on dit qu'il fait réellement son vrai voyage, sa première grande mission. Comment se passe le cap entre le moment où il est médecin et le moment où il arrive à faire une première mission sur un bateau, et le sien? Bon, disons qu'entre 1893, avec son premier bateau offert par son papa, et 1903, donc 10 ans, son première grande expédition en Antarctique, on va le voir, pendant 10 ans, il a navigué. Il a eu plusieurs bateaux, il a navigué de plus en plus loin, dans l'hémisphère nord, c'est vrai, mais de plus en plus loin. Et le voyage très important, c'est le voyage de 1902, à bord d'une goélette qui s'appelait Rosemarine. Et là, il a eu une révélation parce qu'il est allé assez au nord, il est allé au-delà du cercle polaire arctique, au-delà donc de l'Islande, il est allé jusqu'aux îles norvégiennes de Jan Mayen. Et là, il a rencontré ses premières glaces et il a eu une révélation de cette navigation dans les glaces. Et donc, ça, c'est un voyage très important. Et en plus, au cours de ce voyage, il avait eu une petite mission que lui avait confiée le gouvernement. Donc, c'était à la fois une mission, un voyage scientifique, et en même temps, son premier contact avec les glaces. Et une manière aussi de se montrer comme étant très efficace dans le domaine de la navigabilité. Oui, tout un grand navigateur. Il prenait vraiment beaucoup de plaisir. Là, il n'était pas seul. Il y avait une petite équipe à bord, mais il prenait beaucoup de plaisir à commander son bateau. Et toute sa vie, enfin, on le réévoquera, mais la lutte, être à bord de son bateau, d'un bateau, et de lutter avec les glaces, ça a été une grande jouissance. Pour lui, ça a vraiment été une grande jouissance tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, il le dit... d'une manière qu'on peut résumer, je suis une brute de navigateur, et il a dit au moins avec les glaces la lutte est franche, sous-entendu que dans d'autres formes de lutte, peut-être avec les hommes ou dans des discussions ou dans des réceptions, choses dont il avait horreur, c'était souvent un peu biaisé et pas franc. Mais au moins la lutte avec les glaces est franc, il n'y a pas de traîtrise. En 1903, il retourne vers ces glaces. Au départ, il doit aller au pôle Nord. Finalement, il descend au pôle Sud pour une mission qui dure entre 5 et 6 mois. Oui, alors effectivement, suite à ce premier voyage avec Rosemarine, là où il a eu cette révélation des glaces, il devait donc en 1903 faire une campagne d'été de quelques mois, 5-6 mois, donc dans l'hémisphère nord, en Arctique, dans les parages de la Nouvelle-Zambie.
Et il avait fait construire un bateau, donc qui était en construction donc sur les chantiers Gautier à Saint-Malo. Ce bateau était baptisé, devait s'appeler Pourquoi pas. Et puis pour différentes raisons, il va changer le nom de son bateau et il va changer la destination de sa mission, de sa campagne. Parce que le bateau prend du retard, donc ça aurait compromis cette courte campagne d'été. Et en plus, on venait d'apprendre que dans le sud, une expédition suédoise était entre guillemets en perdition. Enfin, on n'avait pas de nouvelles. Donc, pour ces deux petites raisons un peu factuelles, mais aussi pour une autre grande raison, on va rejoindre le patriotisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est que Jean-Baptiste Charcot s'est aperçu que la France était tristement absente des quelques grandes nations qui, en ce début du XXe siècle, partaient pour découvrir le continent antarctique, qu'on avait approché. Dumont d'Urville, vous l'avez rappelé, l'avait approché, avait même mis le pied sur la Terre Adélie en 1840. Donc on savait que le continent l'avait localisé, mais il y avait tout à faire quant à, faire son exploration. Et donc il y avait déjà quelques missions qui étaient là. La première qui a hiverné en Antarctique, c'était l'expédition belge d'Adrien Gerlache en 1898. Il y avait une expédition anglaise, il y avait l'expédition suédoise que je viens de citer, il y avait une expédition écossaise, il y avait une expédition allemande. Mais les Français, rien du tout. Et Charcot s'est dit, c'est pas possible que la France soit absente. Le gouvernement se désintéressait. Alors lui, il a fait sa propre expédition avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens, avec, disons, la fortune, la modeste, mais fortune quand même de la famille, grâce à Jean Martin, son père, avec des subventions très modestes, de l'Académie des sciences, du Bureau des longitudes, de la Société de géographie. De la Société de géographie, bien évidemment, société très importante dans la carrière de Charcot. Alors donc, ce que je viens de vous dire, donc il transforme l'expédition qu'il est en train de monter, expédition vers le nord, en une expédition vers le sud. Le bateau, il le débaptise, toujours en construction à Saint-Malo, il devait s'appeler Pourquoi pas. Il lui donne le nom de Français, pour donner une consonance patriotique à son bateau et en même temps pour remercier les Français qui avaient souscrit qui avaient donné de l'argent, à une souscription organisée par le journal Le Matin et qui a permis d'ailleurs de boucler un budget, mais un budget somme toute modeste à l'époque de 450 000 francs or, alors que les expéditions anglaises c'était plusieurs millions de francs or. Donc avec ce budget modeste, c'est un bateau modeste avec une machine, une chaudière mise d'occasion qui va créer beaucoup de soucis pendant l'expédition, mais au moins Charcot a le mérite, avec sa volonté personnelle, son argent personnel, de monter une expédition et d'associer la France donc à ce grand mouvement géographique de l'exploration antarctique. Et donc va partir donc en 1903 pour la première expédition française en Antarctique avec un hivernage. C'est-à-dire ça va être entre le départ et le retour, c'est 22 mois. Que ressort-il de cette première expédition? En ce début du XXe siècle, comme l'avait dit Charcot d'ailleurs, il suffit d'aller au pôle sud pour faire du nouveau. Et effectivement, il y avait tout à faire. Donc, et le principal travail de toutes ces expéditions qui partaient là-bas, c'était de faire des relevés de côte et de cartographier ce continent antarctique qui avait été découvert peu de temps avant, localisé, mais dont on n'avait rien. Et si vous regardez les cartes de géographie du début du XXe siècle, les régions polaires et notamment le continent antarctique est vraiment avec un grand flou. Et Charcot a fait un travail de cartographie, de relevé de côte, de toponymie. C'est-à-dire que chaque expédition donnait des noms aux caps, aux baies, aux sommets qui étaient découverts pour la première fois, qui étaient relevés sur des cartes. Et Charcot a donné des noms donc principalement français, soit de gens du gouvernement, soit de personnalités qui avaient aidé l'expédition, soit de membres de sa famille, soit des gens qui étaient à bord du bateau. Donc, mais il a également donné des noms d'Argentins parce que les Argentins, le Français donc a fait escale en Argentine depuis la France. Il a fait un certain nombre d'escales, dont les dernières escales en Argentine
avant d'aller vers le sud, vers l'inconnu du Grand Sud. Les Argentins ont beaucoup aidé Charcot et l'expédition. Donc Charcot, en remerciement, a également donné le nom de personnalité argentine à des lieux découverts par l'expédition. Donc il y a eu un gros travail donc géographique, mais il y a eu également un travail d'observation des animaux, des mammifères marins, des manchots, qu'on appelle manchots dans l'hémisphère sud, qu'on appelle pingouins dans l'hémisphère nord, bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes oiseaux. Donc il y a eu un certain nombre, il y a eu des scientifiques qui ont travaillé sur l'océanographie, sur l'étude des marées, sur l'eau de mer, sur le magnétisme, toutes les sciences physiques. Toutes les spécialités étaient représentées. Voilà. Une grande partie des spécialités étaient représentées et ça fait l'objet d'une collection d'ouvrages avec les rapports d'une vingtaine de tomes au retour. Il revient en 1905, il repart en 1907 au même endroit. Alors il revient en 1905 sans son bateau, parce que son bateau a été fortement endommagé, parce que, je viens de vous le dire, rien n'était cartographié, oui. Mais également on n'avait aucune idée des profondeurs de l'eau et des roches qui pouvaient être, disons, à fleur d'eau, et le Français a donné brutalement sur une roche à fleur d'eau. Il y a eu une avarie. Et donc l'expédition a été un petit peu raccourcie et le bateau était dans un tel mauvais état qu'il n'a pas pu rentrer en France. Donc il a été vendu aux Argentins sur le chemin du retour. Et l'expédition donc est rentrée sur un paquebot de ligne. Donc Charcot, effectivement, il souhaite retourner en Antarctique pour approfondir les travaux qu'il vient de réaliser pendant ces 9 mois d'hivernage et les 2 campagnes d'été, parce que l'hivernage est précédé et suivi d'une campagne d'été. Donc il va remettre une expédition en route, les portes vont s'ouvrir un petit peu plus facilement, il va avoir un petit peu plus d'aide parce qu'il a prouvé qu'il pouvait être le chef d'expédition d'une expédition comme ça avec hivernage. En même temps, les résultats sont tels. Il a l'appui des géographes, il a l'appui des grands scientifiques. Il a l'appui de l'Académie des sciences qui va maintenant établir un programme très conséquent. Maintenant, Charcot n'a pas de bateau, puisque je viens de vous le dire, il a été vendu. Donc il se met en quête d'un bateau, il va regarder si un bateau existe et puis il va rien trouver qui lui donne satisfaction. Donc il va remettre en construction à Saint-Malo un nouveau bateau dont la construction va démarrer en 1907 et va être lancée il y a 100 ans exactement, c'est-à-dire en 1908, en mai 1908. Et c'est ce fameux pourquoi pas, le 4e du nom, pourquoi pas, qui va avoir une longue vie, une longue carrière de 1908 jusqu'à sa disparition large d'Islande en 1936. Donc en 1908, il part avec son bateau. On n'a pas parlé de l'équipage, qui a aussi son rôle, en tout cas qui donne aussi tout le caractère de Jean-Baptiste Charcot. Je suppose que au fur et à mesure de ses missions, de ses expéditions, les personnes qui l'accompagnent restent les mêmes, ou en tout cas qu'il y a des liens qui se tissent. Quel lien entretenait-il avec ses collaborateurs, comme il les appelait? Oui, vous avez raison d'employer le mot de collaborateur, et Charcot a toujours été très respectueux et très reconnaissant envers ses collaborateurs, et il a toujours dit jusqu'à la fin, et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques anciens du pourquoi pas, notamment un matelot de pont sans spécialité qui était sur le bateau en 1935, et il m'avait dit, bien qu'il soit, disons, au bas de l'échelle, il m'avait dit: Charcot venait chaque jour nous serrer la main, bavarder avec nous, nous dire bonjour, voir si on allait bien, nous remonter le moral. Donc il était toujours respectueux de ces hommes, et il a toujours dit, sans eux, que ce soit les scientifiques gradés ou les simples matelots, jamais il aurait fait le travail qui a été fait par le pourquoi pas et tous ces hommes. Alors donc effectivement, il y avait une espèce on peut l'évoquer maintenant, une espèce de famille de pourquoi pas, et d'ailleurs c'est une expression qui a été employée par plusieurs de ces scientifiques qui en même temps se battaient pour retourner chaque année le plus souvent possible sur le pourquoi pas, parce qu'il y avait une ambiance, indépendamment du travail scientifique qui était fait par tous les responsables de laboratoire qui étaient à bord, sous la coordination, sous l'emprise, au bon sens du terme, de Charcot. Il y avait une ambiance très famille, donc on a évoqué, et je l'ai lu dans différents textes, la famille du pourquoi pas. Il faisait du sport, le Sporting Club, je crois, il avait créé le Sporting Club. Oui, alors en Antarctique, il y avait effectivement, les hivernages, il faut quand même s'imaginer qu'un hivernage en Antarctique, le bateau est immobilisé par la glace
par l'eau de mer qui se prend glace, qu'on appelle la banquise, pendant 9 à 10 mois, c'est l'hiver antarctique. Donc on vit à bord du bateau, mais les journées se passent en général à terre, à faire du travail scientifique, ensuite à faire des raids en traîneau et autres. Mais il y a la nuit polaire qui dure quand même assez longtemps. Les températures sont froides, vous l'imaginez. Donc le moral s'en ressent. À cette époque, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de satellite. Donc pendant X mois, on est privé de tout contact avec les amis, avec la famille. Donc il faut avoir un certain moral pour tenir. Et pendant ces 2 hivernages antarctiques, Charcot s'est employé avec beaucoup de succès à entretenir le moral de ces hommes. Alors, il y avait effectivement des clubs sportifs qui ont été créés, il y avait des jeux d'organiser. Le soir, il y avait des cours à bord du bateau, des cours notamment pour instruire les moins instruits des marins. Et oui, des cours d'anglais, il me semble, des cours de grammaire, comme vous l'expliquiez. Oui, d'anglais, de grammaire, les spécialistes de l'état-major qui avaient des spécialités comme l'astronomie ou autres, ont donné des bases dans ces disciplines. Il y a une photo dans mon livre, la course de patates, qui était un jeu donc à terre. Il y avait un gramophone à bord, on écoutait des disques, donc on faisait du ski. Il y avait une vie sociale. Il y avait une vie à bord, il y avait une vie à terre. Donc il fallait passer ces 9 mois en travaillant, mais sans que le moral chute trop. Et pour terminer sur l'anecdote, vous expliquez également dans votre ouvrage que le moral passe aussi par l'alimentation et que c'était aussi un des points sur le pourquoi pas, c'est qu'il y avait une alimentation très variée et qu'ils ne mangeaient pas, même s'il y avait du scorbut, ils ne mangeaient pas forcément toujours la même chose. Oui, il y avait effectivement un cuisinier, il y avait même un maître d'hôtel à bord du bateau et Charcot a veillé dès le départ à emporter des vivres fraîches, des conserves. Alors vous allez me dire, à juste titre, que effectivement de la viande fraîche, on pouvait en avoir sur place en tuant les animaux. Il y avait les manchots, on a parlé des phoques, des otaries. Les ours les ours, on l'a eu dans le Nord, effectivement, un petit peu plus tard. Donc, mais par contre, et là on rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le côté médecine et le contact avec son père, c'est que Jean-Baptiste Charcot a eu toujours un énorme respect de la vie en général, que ce soit la vie humaine, donc la médecine s'explique par là, mais également la vie animale et la vie végétale. Et Jean-Baptiste Charcot, il avait du mal à tuer pour manger, interdisait à ces hommes, certes il y avait des armes quand ils étaient en raid pour se défendre éventuellement, mais il y avait interdiction de tuer les animaux, sauf nécessité impérieuse de la part de l'expédition. Si effectivement le scorbut s'est déclaré qu'il fallait de la viande fraîche, on a tué des animaux. Mais encore une fois, on tuait des phoques, mais Charcot veillait à ce qu'on ne tue pas les femelles, par exemple. Voilà. Mais également de ramasser les œufs de manchot pour faire des omelettes, il avait un petit pincement au cœur. Mais certes, ça a existé, mais avec, comme on dirait aujourd'hui, avec modération. Et on le voit d'ailleurs dans votre ouvrage, parmi toutes les photographies, et on le voit avec son chat, avec une mouette. D'ailleurs, je crois qu'il a sauvé une mouette. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote qu'on peut citer. Ça se passait donc dans l'hémisphère nord. Après, dans les années 1920-1930, il y avait toujours à propos de ce respect des animaux, il y avait un de ses collaborateurs qui lui disait parce que vous savez que les ours polaires, ils se nourrissent de phoques. Alors, il disait, mais en m'empêchant de tuer cet ours, vous condamnez bien des phoques. Sous-entendu, si je laisse cet ours vivant, il va continuer à se nourrir de phoques, donc les phoques vont disparaître. Et Charcot répond donc à son interlocuteur, à son collaborateur, mais en vous laissant vivre, je condamne bien des lapins et des poulets. Est-ce une raison pour vous tuer? Vous voyez, c'est à la fois joli et puis ça montre bien l'état d'esprit dans lequel il y avait donc ce respect de tous les échelons dans la vie. Et c'est pas parce qu'un animal en mange d'autres qu'il faut tuer le plus prédateur.
Nous étions en 1907-1908. Il revient de cette expédition. Que va-t-il se passer pendant les années de la Première Guerre mondiale, en fait, de 14 à 18? Il reste ici en France. Alors, après son retour donc de cette deuxième expédition en 1910, le bateau, le Pourquoi pas, donc va faire un certain nombre de campagnes dans l'hémisphère nord et va même servir jusqu'en 1914 de bateau-école. Voilà, de bateau-école, d'école de perfectionnement pour les capitaines au long cours. Et puis, au moment de la guerre, le bateau va être réquisitionné à Cherbourg. Et Charcot va être mobilisé dans un hôpital dans cette même ville de Cherbourg, en tant que médecin. Et puis très vite, Charcot, qui est un homme qui est ému par l'action, qui a besoin vraiment d'agir, ne va pas pouvoir supporter ce sédentarisme et va prendre différents contacts pour pouvoir partir, entre guillemets, se battre. Et en même temps, il avait déjà un projet en lui de bateau piège pour la lutte contre les sous-marins allemands. Et il contacte donc les Français, la marine française qui montre pas beaucoup d'intérêt pour ce projet. Et au même moment, les Anglais qui avaient un projet similaire viennent justement voir les Français et viennent voir Charcot parce qu'ils savaient que Charcot avait une expérience de la navigation dans les glaces et les Anglais voulaient utiliser ces bateaux pièges dans les glaces de l'hémisphère nord parce qu'ils pensaient que les sous-marins allemands pouvaient avoir des bases dans ces régions-là. Ce qui fait qu'au début de la Première Guerre mondiale, Charcot va œuvrer pour l'amirauté britannique sur un bateau mis à la disposition par les Anglais avec un équipage mi-anglais, mi-français. Vous voyez l'entente cordiale. Un bateau que Charcot aura le droit d'appeler Meg, du diminutif de sa femme, de sa seconde femme, Marguerite Cléry, qu'il venait d'épouser donc en 1907 et qui lui donnera deux enfants. Et donc il va œuvrer pendant la Première Guerre d'abord sur ce bateau anglais et ensuite à partir de 1916 finalement les Français vont accepter son projet, vont construire 3 bateaux à Nantes et Charcot va prendre le commandement d'un de ces bateaux, également appelé Meg, et donc avec lequel il va essayer de se livrer donc à cette recherche, à cette chasse aux sous-marins. Alors c'était des bateaux pièges en 2 mots. Pourquoi c'était des bateaux pièges? Parce qu'ils avaient l'aspect de cargo inoffensif, mais derrière des comment dirais-je, des parois coulissantes, des parois mobiles, il y avait un armement mais qu'on ne voyait pas. Et puis ils étaient en zone neutre aussi, non? Ils étaient dans une zone un peu... Ils étaient dans une zone où il y avait du trafic justement de cargo, donc les cargos n'étaient pas suspects, donc les sous-marins n'avaient pas à se méfier de ces bateaux, les sous-marins ennemis, et donc ils pouvaient venir à la surface, et à ce moment-là, ces cargos pièges déployaient leur armement, très vite mis en œuvre, et étaient censés donc faire feu sur ces sous-marins. Mais ça n'a pas beaucoup fonctionné, il me semble. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Ça a été un rêve, c'est vrai, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Entre 1920 et 1925, la période de mission océanographique, plutôt du côté du pôle Nord. Et puis, en 25, Jean-Baptiste Charcot retrouve les glaces polaires. Tout à fait. C'est vrai que ça marque un peu la dernière partie de sa vie, que certains auteurs ont appelé l'ère du Groenland. Et effectivement, à partir de 25, d'une manière un petit peu inopinée, qui n'était pas prévue d'ailleurs dans son programme officiel, il va aborder la côte orientale du Groenland, dans un grand fjord qu'on appelle le Scoresbysund, du nom du marin anglais qu'il avait découvert en 1820. Et là, il va retrouver avec grand plaisir la navigation dans les glaces, et ce plaisir ne va pas le quitter jusqu'à son dernier voyage de 1936. La discipline, l'océanographie, naît en même temps que Jean-Baptiste Charcot, dans cette période-là des années 20?
Oui, l'océanographie, disons, française, on peut la relier également au prince Albert Ier de Monaco, qui a fait de belles campagnes océanographiques sur ses propres bateaux. Mais c'est vrai que Jean-Baptiste Charcot a été un artisan notable, même un père de l'océanographie dans ces mers nordiques et arctiques. Et en même temps, ce qu'il faut dire, parce que c'est pas toujours très bien su ou très bien connu, c'est que sur ce pourquoi pas, ce beau bateau, ce beau 3-mâts en bois, Jean-Baptiste Charcot a expérimenté donc avec les scientifiques qui étaient à bord de nombreux appareils. De nombreux appareils ont été modifiés, ont été mis au point, ont été testés sur le pourquoi pas chaque année. Je n'en citerai qu'un en 1927, c'est un fameux sondeur acoustique de l'ingénieur Marty, qui était un appareil donc assez récent pour l'époque pour faire du sondage par le son. Et sur le pourquoi pas, c'est la première fois qu'on installait, qu'on expérimentait un sondeur avec un bateau qui avait une coque en bois. Ce sondeur avait été déjà installé sur des bateaux à coque métallique, mais jamais sur des coques en bois. Donc, simplement pour vous dire que le pourquoi pas a été un laboratoire flottant, non seulement pour les travaux sonographiques, mais également pour expérimenter et tester des nouveaux matériels. Alors, toujours au cours de cette pause, vous m'expliquez que chaque année, il y avait une mission, ou en tout cas une information supplémentaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout aborder. Cependant, donc en 1925-1926, Jean-Baptiste Charcot vieillit, bien sûr, puisque, je le rappelle, il est né en 1867, et il est obligé de prendre sa retraite. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, depuis 1920, le bateau était la propriété. Charcot l'avait donné au Muséum national d'histoire naturelle, et chaque année, le bateau était armé par la Marine nationale pour une campagne d'été, en général de 3 à 4 mois. Et donc, le bateau était considéré comme armé militairement, et donc il fallait que le commandant n'ait pas atteint l'âge de la retraite. La limite d'âge qui était donc dans le grade de Charcot de 59 ans. Donc en 1926, au milieu de la campagne, donc le 15 juillet 1926, Charcot passe le commandement de son bateau à son second, qui était Monsieur Le Dauphin. Et ensuite, de 27 à 1934, il y aura un commandant, qui sera le commandant Chaton. Et pour les 2 dernières années du pourquoi pas 35 et 36, ce sera le commandant Le Cogna. Et Charcot donc restait à bord non plus comme commandant du bateau, mais comme chef de mission. Parmi les rencontres de Jean-Baptiste Charcot, il va rencontrer le jeune Paul-Émile Victor, ethnologue, qui a longtemps travaillé sur les Esquimaux. Comment se passe cette rencontre? C'est en 1933-34 que Victor, qui était un jeune ethnologue, il faisait des études donc d'ethnologie, et puis connaissait bien Charcot par l'histoire, par les images, par les récits, par l'actualité. Victor avait vu le pourquoi pas dans le port de Saint-Malo, et puis par un ami commun qui était Monsieur Kergomard, qui était un ancien élève de l'école alsacienne, qui avait été donc contemporain de Charcot et qui était en même temps un ami de la famille Victor. Ce monsieur Kergomard dit mais si tu veux aller au Groenland pour continuer tes études sur les populations esquimaux, on disait pas inuit à l'époque, on disait esquimaux, ce serait bien que tu demandes à Charcot de t'emmener. Et puis le jeune Victor a envoyé une lettre à Charcot, et puis finalement un rendez-vous a été pris début 1934 à l'Académie de Marine, et suite à cet entretien, effectivement, Jean-Baptiste Charcot a accepté d'emmener Paul-Émile Victor et de le déposer dans une petite colonie d'Esquimaux, donc au sud du Scoresbysund, dans une localité qui s'appelle Angmassalik. Et là, en 35, l'année suivante, Charcot repart pour rapatrier la mission Victor, parce que Victor est parti là-bas avec trois compagnons, donc ils sont restés 1 an à 4 pour faire des études principalement d'ethnologie. Et en 35, Charcot les ramène. Donc ça, c'est effectivement, grâce à Charcot, Victor venait de mettre le pied dans son parcours polaire, qui ne quittera plus Paul-Émile Victor jusqu'à la fin. Et il l'emmène 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a une première mission de Paul-Émile Victor, il le ramène et puis il le redépose. Alors il le ramène en 35,
Et puis en 1936, l'année du naufrage, en fait, Victor et 3 compagnons font une traversée de la calotte glaciaire du Groenland d'ouest en est, et Charcot récupère Victor à Angmasalik pour le déposer un peu plus au nord, dans une localité où Victor va hiverner seul une année au milieu d'Esquimaux. Donc effectivement, quelques semaines avant le naufrage, Charcot emmène Victor d'un point du Groenland à un autre point pour son hivernage. Juste avant qu'il y ait cette rencontre et cette amitié, je suppose qu'il y avait une amitié entre Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor. Et il y a eu l'année polaire internationale en 32-34. C'était la deuxième. Voilà, alors il y a effectivement, vous avez raison de le souligner, en 1932-1933, il y a eu la seconde année polaire internationale. C'est d'actualité parce qu'actuellement, depuis un an, on parle de l'année polaire internationale, c'est la quatrième. 2007. Depuis mars 2007, c'est la 4e année polaire internationale. La première a eu lieu en 1882-83. La seconde, donc, en 1932-33. Et Charcot a eu comme mission, de la part de l'Académie des sciences, d'être le responsable de l'installation d'une station française, donc, sur la côte orientale du Groenland, au Scoresbysund. Donc, le pourquoi pas en 31, 32, 33, aider, parce que les soutes du pourquoi pas étaient pas suffisantes pour transporter tout le matériel. Donc, le transport a été aidé par un brise-glace, le Pollux. Et donc, ces 2 bateaux ont amené le matériel en 32 et l'ont rapatrié en 33. Donc, Charcot a été effectivement l'artisan, le maître d'œuvre de cette station française. Et pour lui, c'était un petit peu le couronnement de son œuvre. C'était vraiment une grande satisfaction, car pour la première fois, il a vu effectivement une implication vraiment très nette des autorités françaises, du gouvernement français dans une entreprise polaire. Et ça a été un peu son grand regret tout au long de sa vie. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure que ces 2 premières expéditions antarctiques, il les avait fait avec ses propres moyens, mais même après, avec les résultats très conséquents de ces 2 expéditions antarctiques, la France ne montrait pas un intérêt manifeste pour les régions polaires qui étaient... C'était plus les régions tropicales. Voilà, les régions polaires étaient très lointaines, il n'y avait pas de possibilité d'annexer des territoires, d'en faire d'éventuelles colonies, donc vraiment il y avait un désintérêt. Et c'est vrai qu'à partir de 1932-33, la France a montré, enfin avec cette station, un plus grand intérêt, et ça a été vraiment une grande satisfaction pour Jean-Baptiste Charcot. Alors en 1936, nous arrivons à l'année du naufrage, du pourquoi pas. Juste avant de partir, ou en tout cas quand il est sur son bateau, il sent quelque chose, puisqu'il dit que justement, il dit que c'est son dernier voyage, il le sait. Et alors, est-ce que c'est le hasard? Quelle est la part du hasard? Quel est le sentiment? Quels sont les sentiments de Charcot à ce moment-là? D'abord, il faut dire que l'année 36, il y avait des événements politiques en France, il y avait des troubles qui étaient pas bon signe. Ensuite, il voyait son bateau vieillir. Chaque année, la marine, disons, armait le bateau, faisait les réparations, mais il faut dire le strict minimum. Et je pense à la chaudière, je pense qu'elle était d'origine, qui était vétuste. Il y avait des machines plus modernes à l'époque. Malheureusement, le pourquoi pas n'était pas équipé d'une machine moderne. Il avait même dit, dans cette année 36, peu de temps avant son départ, mais la machine du pourquoi pas, elle durera bien aussi longtemps que moi. Et il avait raison. Elles ont duré le même temps et elles ont terminé ensemble. Donc effectivement, il avait même confié, tout le monde s'en fout, c'est mon dernier voyage, le bateau vieillit, moi aussi. Il se sentait vieillir. C'est pas qu'il avait une peur de l'âge, parce que même, donc là en 36, il avait 69 ans. Il était encore extrêmement sportif, il montait encore dans les mâts pour aller dans le nid de pie en haut du grand mât pour observer, car vous savez, la navigation dans les glaces, elle se fait mieux de haut pour avoir une bonne vision. Il n'y avait pas de radar, donc il fallait que ce soit l'œil humain, et donc en haut du mât c'était mieux, donc il montait dans les mâts comme un jeune, donc il avait encore beaucoup d'énergie, mais il sentait, c'est vrai, une espèce de lassitude.
Et donc ce voyage de 36 a été une succession de retards. Il y a eu des retards à tout moment. Il y a eu ensuite une explosion de grisou dans les derniers jours du mois d'août, dans un mauvais charbon, car effectivement les retards successifs ont entraîné un charbonnage supplémentaire, c'est-à-dire de refaire un plein de charbon qui a été fait en Islande. Ce charbon était un charbon étranger de mauvaise qualité, donc il y a eu explosion de grisou, il y a eu des dommages à la machine, donc le bateau a été remorqué pour arriver à Reykjavik. Là, il y a eu des réparations qui ont été très longues. En même temps, il y avait une certaine tension chez Charcot parce que, outre ces incidents, il était attendu à Copenhague, car les Danois voulaient faire une grande réception en son honneur. Charcot, toute sa vie, a eu une sainte horreur des réceptions. Il disait, sauf si elles sont vraiment utiles à mon pays, mais cette vie mondaine, il aimait pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il préférait être seul sur son bateau, à rester des jours et des jours sans se déshabiller, à être dans son lit de pie, à se battre avec les glaces. Mais il n'avait pas envie de ces réceptions. Donc tout ça le mettait dans un état, disons, assez difficile à vivre. Et puis le 15 septembre 1936, les réparations sont terminées. Charcot fait faire des essais à froid, des essais à chaud. Les essais semblent bons. La météo n'est pas bonne, hein. En Islande, il y a souvent des tempêtes. Là, on est en plein équinoxe. Donc, il y a des tempêtes. On attend un bulletin météo. Bref, le 15 septembre, le matin, le temps semble calme. La mer est plate, il n'y a pas de vent. Charcot est un peu surpris parce que la veille, il y avait une grande tempête. Il dit, on va attendre le bulletin météo de la mi-journée. Le bulletin arrive, il est plutôt encourageant et le pourquoi pas. Donc, appareil de Reykjavik, le 15 septembre en début d'après-midi. Et quelques heures après, la pluie commence à tomber, le vent se lève. Et en soirée, ce coup de vent devient vraiment une tempête. Donc Charcot et le commandant Leconia décident de faire demi-tour pour essayer de retourner à Reykjavik, qu'ils avaient quitté quelques heures auparavant, soit de s'abriter dans une petite baie, car Charcot connaissait bien la région et connaissait des petits fjords où on pouvait s'abriter. Et puis c'était une nuit atroce, sans visibilité, avec une pluie torrentielle, des courants de dérive très importants et impossible de rejoindre le moindre abri. Et au petit matin, alors que le jour commençait à se lever, le bateau s'est retrouvé dans une zone de récif, dans une zone d'écueil, et le bateau a été, pour faire court, a été jeté sur un gros rocher à 2 kilomètres de la côte. Et voilà la fin de ce bateau. Et pourtant, il en avait vu quand même, Jean-Baptiste Charcot, plusieurs fois. Ses précédents bateaux avaient échoué, ils avaient écopé, ou ils les avaient pompés, ils avaient réussi à revenir. Oui, mais c'est une belle fin. En fait, c'est une belle fin. C'est que pour Charcot, d'ailleurs, il avait confié avant son départ, si c'était pas pour ma famille, j'aimerais mieux crever en mer, d'une manière un petit peu brutale. Et c'est vrai que pour les marins, mourir sur leur bateau, je crois que c'est, on peut pas dire un rêve, mais disons c'est une belle mort. Par contre, je crois, on n'a pas de, il y a eu un survivant, et je crois que dans ce que nous a rapporté le survivant, c'est-à-dire les derniers mots de Charcot après avoir libéré la mouette. Vous avez parlé tout à l'heure de la mouette Rita. Effectivement, il y avait une mouette, et ça aussi, ça devait être un présage de ce dernier voyage, parce que c'est pas normal qu'une mouette, qu'elle vienne sur un bateau pour se faire nourrir, d'accord, mais qu'elle prenne asile sur un bateau, c'était peut-être déjà annonciateur de quelque chose. Mais Charcot, dans un geste comme ça, en pleine tempête, alors qu'il y avait d'autres choses à faire, d'autres décisions à prendre, s'est fait amener la cage et a ouvert la cage dans laquelle se trouvait la mouette. C'est un geste assez remarquable. Et oui, je disais que le survivant a rapporté les derniers mots de Charcot qu'il a entendus avant d'être jeté par-dessus bord et puis d'en réchapper.
Charcot savait nager, mais oui, mais il est resté sur la passerelle. D'accord. Mais il a dit « Ah, mes pauvres enfants », les derniers mots de Charcot, « Ah, mes pauvres enfants », en voyant tous ces hommes, tous ces collaborateurs dont vous parliez tout à l'heure, disparaître, être emportés par les lames qui balayaient le pont. Et je crois que même si pour Charcot c'est une belle mort, je crois qu'il a dû vivre des minutes, des longues minutes, vraiment insupportables, de voir qu'il était impuissant à sauver ces hommes. Je crois que ça a dû être quelque chose d'affreux dans ces derniers moments. Car Charcot a toujours fait le maximum pour ces hommes du pourquoi pas, pour cette famille du pourquoi pas. Et là, sans doute pour la première fois, il s'est trouvé impuissant. Et malheureusement, c'est sur cette note-là que nous allons terminer notre émission. Serge Kahn, je rappelle le titre de votre ouvrage que j'invite bien sûr nos auditeurs à consulter. Jean-Baptiste Charcot, explorateur des mers, navigateur des pôles, paru en 2006 aux éditions Glénat, aussi bien illustré que très très bien écrit. Donc je les invite bien sûr à regarder en détail cet ouvrage. Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose pour terminer cette émission, Serge Kahn, très rapidement? Mais je voudrais dire que ce livre est sorti dans une collection dont la Société de géographie est à l'origine. La Société de géographie a été une institution importante pour Charcot. On l'a dit tout à l'heure parce qu'elle a aidé financièrement ses premiers voyages, mais ensuite parce qu'à la Société de géographie, où Charcot a été pendant de longues années vice-président et même pendant quelques mois président par intérim, Charcot à la Société de géographie, d'une part, retrouvait la bibliothécaire adjointe qui était sa collaboratrice, qui l'a beaucoup aidé pour ses travaux de recherche, Marthe Emmanuel. Mais ensuite, Charcot avait beaucoup de plaisir également à venir travailler à la Société de géographie. Eh bien, merci Serge Kahn. Je rappelle le titre de cette émission En habit vert, consacrée à Jean-Baptiste Charcot, 1867-1936. Merci beaucoup et très bon retour en Haute-Savoie. Merci à vous.